Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Populi, votre émission sur AFSI Télévision. Plusieurs fois, on a entendu parler de la corruption et comment est-ce que le président de la République s'est donné corps à âme pour combattre ça. Il y a eu même des structures qui ont été créées à l'occasion. Alors, la corruption, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, ça se trouve dans le monde entier. Et il y a même des bandes et des organisations bien raffinées en la matière. Alors, notre souci, c'est de comprendre la corruption et comment la combattre. Ainsi, nous avons fait appel à un avocat chevronné, puisque parmi les 20 ans déjà dans cette grande profession, et à l'occurrence, Maître José Yumbo. Avec lui, nous allons parler de cette grande matière. C'est une matière aussi technique et il va éclairer notre lanterne. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Clément. Très heureux de vous voir encore. C'est réciproque. Merci beaucoup. C'est réciproque, oui. Alors, il y a une ASBEL que vous dirigez, c'est les Salomon Justice et Promotion. Bien Alors, sûr. pourriez-vous d'abord nous parler de cette ASBEL qui est vraiment intéressante? Oui, l'ASBEL, le Salomon, Justice et Promotion, je pense que vous savez l'histoire de Salomon dans la Bible. Oui. C'est parmi les personnes qui sont d'une certaine référence dans la justice. J'ai choisi le vocable le Salomon, c'est pour évoquer la notion de justice. Et quand on évoque la notion de justice, on devrait donc se battre pour la promotion de cette justice, parce que, dit-on, la justice élève la nation. Voilà. Et cet ASBEL est implanté principalement dans la province du Kwilu. Et c'est là qu'elle a vu jour et c'est là qu'elle évolue. Ici à Kinshasa, nous avons une antenne. Et à cette antenne, il y a un permanent qui s'occupe des contacts, qui s'occupe de vulgarisation de droit. Voilà brièvement de quoi il s'agit quand on parle de l'ASBEL, le Salomon. Mais on veut comprendre pourquoi est-ce que vous avez installé ça à Kwilu et non à Kinshasa. Oui, mais toutes les ONG ne devraient pas avoir pour vocation Kinshasa. C'est justement le souci d'étendre l'action à l'intérieur du pays que nous avons choisi le Kwilu. Je pense que vous ne refuserez pas le fait qu'il y a trop de concentration des ONG dans la ville de Kinshasa. Et l'intérieur du pays a aussi droit à la vie, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Une façon de montrer à nos frères et sœurs qui sont à l'arrière-pays que ce n'est pas nécessaire, que vous venez tous ici. Là aussi, il y a des activités. On peut bien s'occuper de vous. C'est quand même d'une manière ou d'une autre un souci de promouvoir des provinces, ce que vous avez fait là. Bien sûr, mais on ne peut pas tout concentrer dans la capitale. Ouais. Hein? Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Alors, maître, on vient dans ces grands thèmes, la corruption. Comment peut-on définir la corruption? La corruption, je ne souhaiterais pas la définir en termes techniques, parce que nous avons besoin que les gens comprennent. Et je suis presque convaincu que votre souci, c'est de faire comprendre à la grande population ce que c'est que la corruption. Mais la corruption est simple parce que, je ne dirais pas que vous l'avez déjà pratiquée, mais au moins vous avez déjà entendu parler de cette corruption. La corruption, c'est quoi? Allez-y. La corruption, c'est le fait, pour un individu, pour un agent public, n'est-ce pas, de faire des promesses ou de donner des avantages indus à un agent public ou à toute autre personne, de manière à obtenir en contrepartie une prestation de sa part, et laquelle prestation entre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Je vais illustrer. Allez-y. Votre fils a échoué. Il a échoué à l'école. Vous allez voir le directeur. Vous lui donnez 300 $ pour que l'enfant passe des classes. C'est la corruption. Les autres appellent ça motivation.
La motivation immorale. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mais le soubassement, c'est la moralité. Votre fils peut avoir réussi avec 60% à l'université, mais vous tenez à avoir un enfant qui a distingué. Pour qu'il soit professeur peut-être. Pour qu'il soit professeur, vous donnez $1000 aux autorités académiques pour qu'il obtienne 70%. C'est de la corruption. De manière de retenir assistant. C'est de la corruption. Donc vous comprendrez qu'il y a des gestes qui parfois sont devenus anodins, mais qui relèvent de la corruption. Vous allez chercher une attestation de naissance à la commune. Des belles illustrations, hein? C'est vraiment pédagogique. Oui, vous allez chercher une attestation de naissance à la commune. On vous dit que l'attestation de naissance coûte $10. Vous versez $10, mais on vous dit revenez après 2 semaines. Vous dites non, mais moi je suis trop pressé, je ne peux pas revenir après 2 semaines. Hein? Prenez 5. Et puis les $5 que vous donnez, vous appelez les unités. Prenez les unités et faites tout pour que je peux vous ajouter aussi une illustration. Je ne sais pas comment vous allez apprécier ça. Oui. Les roulages, par exemple, qui vous arrêtent dans une sorte de carrefour et qui vous disent écoutez, on a besoin de vos documents, vous montrez vos documents, mais ils disent écoutez, Madé Swabana, quand vous donnez quelque chose, peut-être par pitié, est-ce que ça sert aussi de la corruption? Attention, attention, c'est ça le grand problème que nous avons dans ce pays. Si pour un service pour lequel un agent est payé, nous leur donnons ce que nous appelons motivation, nous conditionnons cet agent à la corruption. Pourquoi? Parce que cet agent quand il vient, si vous ne donnez pas, il sera mécontent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous bloquer pour que vous donniez. Donc ça devient une habitude. C'est une habitude. Vous en faites même un droit pour lui. Il s'est dit, aujourd'hui, si j'ai un besoin quelconque, c'est que vous appelez gratification, il en fait un droit. Il va vous compliquer. Il vous complique pourquoi? C'est pour que vous crachiez quelque chose. Et ce qui paraît anodin, oui, allez-y, a des grandes conséquences. Vous savez que, parce qu'il est question de la corruption, on en distingue de 2 sortes. De 2 sortes. De 2 sortes. Hein? La grande corruption et la petite corruption. Et qu'est-ce qu'est la grande corruption alors? La grande corruption, c'est comme le mot le dit, tout est grand dedans. En termes de bénéfices illégaux, plutôt des bénéfices illégaux, en termes même des acteurs, vous pouvez trouver des institutions. Des institutions qui se corrompent. Waouh, c'est grave. Vous trouvez des banques qui servent d'interface aux corrupteurs et aux corrompus. Mais la grande corruption est facile à combattre. Pourquoi? Parce que ce qui passe par la banque peut être retraçable. Lorsqu'un ministre, pour conclure un marché public, se fait remettre ce qu'on dit... pourcentage, non? Pourcentage, oui. Ça peut être retracé. Ça aussi, c'est la Lorsque vous allez acheter les armes, c'est la corruption. La meilleure. La meilleure. Mais lorsque on a l'habitude de ça. Pour acheter des armes, oui, vous dites aux fournisseurs, si vous voulez gagner le marché dans mon pays, versez sur tel compte le montant de 2% de la facture. Si vous versez sur ce compte-là, dès que je vois de l'argent, eh bien, vous gagnez le marché. C'est de la corruption. Et c'est la grande corruption. Parce que c'est en termes de millions de dollars, c'est en termes de centaines de millions de dollars. Et qu'est-ce que la petite corruption? La petite corruption, c'est comme le dit le mot, c'est cette petite corruption du petit peuple. C'est que vous dites, motivation, $10, $20, $300, pour gagner un jugement. Peut-être une attestation de naissance. Oui, cette petite corruption est la plus difficile à combattre. Mais si on ne donne pas, vous cherchez un document à la commune, ça peut rester là. Ça peut rester là pendant 2 mois. Oui, mais c'est cette corruption qui bloque l'administration publique.
c'est cette corruption qui bloque l'appareil judiciaire. Parce qu'il est devenu comme un élément de culture. Personne ne trouve anormal que de remettre des unités à un chef de bureau. Nous trouvons que c'est normal. Nous trouvons que c'est normal. Même dans votre domaine, sans vous couper, maître, dans votre domaine, il arrive qu'on vienne, par exemple, ces plaintes. Et quand la convocation doit être destinée à un accusé, par exemple. Oui. Alors on demande quelque chose au-delà de ce qui est frais administratif. Et quand on ne donne pas, écoutez, ça reste dans les tiroirs ou sur la table pendant des semaines et pendant qu'il y a la victime qui continue à en pâtir. Là, vous appelez ça quelle corruption? Dans votre domaine? Oui. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, il faut faire la part des choses. Allez-y. Il faut faire la part des choses. Je peux vous révéler que notre système judiciaire a parfois des difficultés de fonctionnement. Difficultés de fonctionnement? Oui. C'est administratif ou bien autre? Oui, administrativement, parce que lorsque vous dirigez un pool d'OPJ, ce sont des agents publics, une plainte arrive, cet agent ne sait pas se déplacer pour aller déposer la plainte. Voulez-vous qu'il utilise l'argent de sa poche? Mais sur le plan de principe, la plainte, on la dépose gratuitement. Et dès qu'on l'a déposée, et qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a un aspect de dysfonctionnement de la justice qui est lié, n'est-ce pas, à un déficit de financement. C'est ainsi que c'est le justiciable qui porte la charge de faire fonctionner la justice. Là, c'est acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est une défaillance. C'est une défaillance. J'ai suivi une fois un procureur général sur les antennes de la radio. Il a dit quoi? Depuis qu'il est chef d'office, il n'a jamais vu un seul frais de fonctionnement. Ça, c'est une déclaration. Et pour fonctionner, oui, je vous en prie, allez-y. Et pour fonctionner, certains offices de parquet recourent aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales. Et à ce point de vue, il y a beaucoup de choses à refaire. Comme les parquets pour enfants, hein, c'est souvent ça. C'est presque sponsorisé. C'est partout. L'appareil judiciaire, si on veut le rétablir, je ne suis pas d'avis, évidemment, qu'on nous dise qu'il y a la corruption parce qu'on ne paye pas bien les gens. Là aussi, écoutez, il y a à boire à manger. Nous allons parler de la profondeur de l'appareil judiciaire si on veut les rétablir. Je vous en prie. Je veux savoir oui, les vraies causes de la corruption. Quelles sont les causes de la corruption? Les vraies causes de la corruption. Il y a des causes lointaines et je dirais une cause immédiate. Alors, commençons par la cause lointaine. La cause lointaine, je cite par exemple l'éducation. L'éducation des enfants. Au niveau de l'école ou de la maison? Quand je parle de l'éducation, on voit d'abord le foyer. N'est-ce pas? Nous avons choisi un mode de développement. N'est-ce pas? Nous avons choisi un mode de développement qui voudrait que tous les deux parents se retrouvent ailleurs. Papa doit travailler, maman doit travailler. Afin de nous l'aider au 10 mois. Oui, c'est une nécessité, mais c'est un mode de développement que nous avons choisi. Aujourd'hui, il y a des associations qui luttent pour la parité. N'est-ce pas? Ok, c'est bon. Sur le plan des droits, on ne peut pas refuser à un homme, à une femme de travailler. On ne peut pas refuser à une femme d'étudier. C'est bon. Et nous avons choisi ça. Et il y a des ONG féminines qui luttent avec acharnement pour l'égalité de droits. C'est bien beau. Même pour les pourcentages, les 30%, 40%, on ne fait que monter. 30%, 40%, mais il y a une limite. Une limite. Il y a une limite. Lorsque
on doit envoyer les militaires au front. On dirait qu'on ne respecte pas cette parité. On voit plus les hommes qui vont au front. On aurait souhaité voir les femmes aussi lutter pour la parité au front. Parce qu'il y a égalité. Il y a égalité de genre, n'est-ce pas? Je voudrais relever un fait. Allez-y. Je voudrais relever un fait, et c'est très important parce que le mode de développement que nous avons choisi a ses conséquences. Lorsque monsieur et madame sortent, les enfants restent avec qui? Tantôt avec la bonne, hein? Avec la bonne. La bonne vient d'où? Je respecte toutes les couches de la population. C'est nos compatriotes. Mais tous, nous n'avons pas le même degré de culture. Est-ce que la commune de la Gombe produit des bonnes? Par expérience. On n'a pas l'habitude. Est-ce qu'on va chercher ces bonnes à la Gombe? Vous savez où vous allez chercher vos bonnes. Et pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. N'est-ce pas? Et quand la bonne arrive à la maison, chacun ne donne que ce qu'il a. Vous verrez des grands messieurs, des grandes dames, avec des enfants qui ont été éduqués. Par la bonne. Oui, mais c'est vrai. Par une bonne. Je chute en disant ceci. Oui. C'est très important. Est-ce que vous avez déjà entendu beaucoup d'associations qui luttent pour les droits de la ménagère? Peut-être vous m'apprenez. Hein? Les droits de la ménagère. Vous verrez que la ménagère, aujourd'hui, elle est considérée comme une femme de rébut. Elle est considérée comme une femme. Vous entendrez même une femme ou des femmes vous dire « Attention, il ne faut pas me considérer comme une ménagère ». On dirait que la ménagère, c'est une fonction de rébut. Donc une maman qui reste avec ses enfants, grave erreur. Ça serait ridicule Grave pour les autres. Voilà les causes lointaines de la corruption. Grave erreur. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure on éduque les enfants? Quand les parents rentrent la nuit, par exemple. Non. Il n'y a pas d'heure pour éduquer les enfants. Quand la ménagère est à la maison, elle ne peut pas se dire que je vais éduquer les enfants de 7h à 8h, j'arrête, je reprends l'éducation à 11h pour terminer à 14h. Non, c'est toute la journée. Elle est avec ses enfants, elle observe tout le monde, elle donne des réprimandes à quiconque doit les recevoir. Mais la ménagère, c'est la gardienne de la flamme de la patrie. Et lorsque vous estimez que la femme ménagère ne fait rien, je regrette. Tout ce que vous avez dans le gouvernement, toutes les fonctions, la quasi-totalité des fonctions exercées au sein du gouvernement, la ménagère l'exerce à la maison. La santé, la ménagère l'exerce. La restauration, elle l'exerce. Elle est la première à savoir qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui, à savoir, il y a des fruits, nous sommes telle saison. Donc pour vous, donc les causes lointaines partent de là. L'éducation au sein du foyer. Et ça même la base. Mais oui, l'éducation au sein du foyer. Lorsqu'on n'arrive pas à mieux éduquer nous-mêmes nos enfants, c'est un problème. Il faut trouver une solution. Ce sont des causes lointaines. Ce sont des causes lointaines. Peut-être vous parlerez aussi de l'éducation diffuse. Ça peut aussi causer oui, mais en effet. Bon, on apprend des séries, des films, etc. Oui, c'est un grand fléau. Ouais. Et quand les enfants restent à la maison avec la bonne a aussi envie de regarder cette télévision-là avec les enfants. Elle ne peut pas dire aux enfants non et fermer la télé. Alors, d'autres causes. La cause immédiate dans notre pays, c'est l'impunité. L'impunité. C'est l'impunité. Qu'est-ce que vous appelez impunité en ce moment-là? C'est l'absence de la sanction. C'est l'absence de la sanction. Mais quand on parle d'état de droit, pour vous paraphraser, oui. On a senti qu'à un moment donné, ça durcit les tons, n'est-ce pas?
Oui, en effet. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous illustrer. Allez-y. Je suis avec un premier président de la Cour suprême de justice. N'est-ce pas? Oui. Un premier président de la Cour suprême de justice, paix à son âme, parce qu'il n'est plus de cette terre. Il avait un conflit. C'est bien comme bon, je ne dis pas bien, mais pour vous, peut-être, heureusement, il n'est plus de ce monde. Oui. Il vous aurait peut-être poursuivi parce que vous parlez de lui. Allez-y, là. Non, mais il ne pourra pas me poursuivre. Je n'ai rien fait de mal. Hein? Je n'ai rien fait de mal. Oui. Je vais illustrer. Juste illustrer, ouais. Il avait un conflit parcellaire. Mais comme tout Congolais, il a aussi saisi les cours et tribunaux. Ah, il a donc suivi les processus. Bien sûr. Il n'a pas entravé la loi. Il a pris un avocat. Voilà. Qui suivait son dossier devant le tribunal. L'avocat suit le dossier et à un certain moment, l'affaire est prise en délibéré. Le juge demande l'argent à l'avocat. L'avocat du premier président de la Cour suprême. Authentique. Wow, je le tiens du premier président. Suivez. Une histoire vraie. Suivez. L'avocat se dit, je ne vois pas comment je peux aller demander au premier président l'argent à donner à son subalterne. L'avocat sort l'argent de sa poche. Il donne au juge. Le juge prend l'argent. Il rédige le jugement. Je ne sais pas si le premier président avait raison ou pas, mais là, il a rédigé un jugement en faveur du premier président. Qu'est-ce que le juge fait? Le juge refuse de prononcer. Il prend le projet de sa décision, il va voir le premier président. Il voit le premier président pour lui dire, écoutez, votre affaire s'est passée dans ma chambre, j'ai déjà prononcé, j'ai prononcé en votre faveur. J'ai rédigé, avant de prononcer. Oui, plutôt j'ai rédigé en votre faveur. Si vous voulez jeter un coup d'œil, le premier président le regarde, lui dit, collègue, bon, ça va. Asseyez-vous dans la salle d'attente, je vous rappelle. Le premier président appelle un autre de ses collègues. Il dit, mais nous sommes où? Un subalterne à moi rend un jugement. Il vient avec le projet. Tel que je l'entends parler, il veut me demander de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ses collègues lui disent, bon, écoutez, chef, bon, à tous les moyens, il faut lui demander de rentrer. Parce que c'est grave. Ça veut dire que nous avons atteint un niveau où on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ça devient comme un blocage alors. Oui, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et le corrompu et le corrupteur. Nous ne sommes plus conscients du crime que nous commettons. Tous dans la même marmite alors. Parce qu'en fait, le premier président l'avait laissé partir. Il l'a grondé, mais il l'a laissé partir. Et on ne devait pas se limiter là. Il devait sanctionner. Il devait sanctionner. Parce que, bon, c'est un père de famille, c'est un jeune homme. Mais non, c'est des considérations qui doivent être bannies. Alors, ceci me pousse à poser cette question aussi importante. Quel est l'état des lieux de la corruption dans notre pays, la République démocratique du Congo? Nous avons atteint le sommet. Le sommet de la corruption. Je dirais même que nous avons atteint... Le sommet. Nous avons... moins fort. S'il vous plaît, je vous dis que nous avons même atteint un degré d'apathie. On ne sent plus que nous sommes en train de corrompre. Un degré d'apathie dans la culture corruptive. Nous avons atteint ce niveau-là. Peut-être que vous ne vous imaginez pas. Non, je suis étonné, sans vous couper, je suis étonné puisqu'il y a des pays
record, donc les records est vraiment là. Il y a des pays comme la Colombie, ça vous le savez quand même. Mais oui. Mais la RDC dit qu'elle a atteint les sommets, ça la Colombie, quand vous, mal à l'aise. Quand vous citez la Colombie, je vois la drogue. N'est-ce pas? Oui. Et vous savez que la drogue, on la combat de manière internationale. Parce que quand la Colombie, les cartels de la drogue, ils utilisent des gros moyens, c'est pour pénétrer les frontières des autres pays. Pour passer les matières. Voilà. Mais ici, chez nous, je ne sais pas si vous réalisez. Allez-y. Pas plus tard que quelques semaines, je suis allé voir une autorité judiciaire pour un cas au sein de l'administration publique. Un cas au sein de l'administration publique où on exige doublement un paiement. Doublement. Doublement. Donc, au-delà d'un paiement normal. Comme vous avez payé et que vous n'avez pas pensé à nous, on n'établit pas les documents. L'autorité judiciaire, scandalisée, appelle le responsable de l'administration. Le responsable de l'administration prend le téléphone. Oui, chef. Est-ce que telle personne a déjà payé les frais dus à l'État? Oui, chef. On a déjà payé. Pourquoi vous n'établissez pas le document? Chef, à Kanisibisoté. Il faut à Kanisibiso, PC conseil, Aya, qu'il me retrouve. Et le chef dit... Donc ça devient comme un droit. Le chef dit, oui. Non, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Demandez quelque chose de raisonnable. Je lui demande de venir vous voir. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, on a atteint un degré d'apathie. On ne sent plus le malheur. Donc, vous voulez dire que ça devient un système alors? Non, mais c'est systémique. Partout. Que ce soit au sein de l'administration. Je me souviens d'ailleurs, oui. sans vous couper, oui. que le président Félix Tshisekedi a dit quelque chose à peu près comme ça. Il y a peut-être un mois ou plus, non, quelques mois déjà. Il dit, en tout cas, ce qui l'a plus étonné, il est surpris de voir les degrés de la corruption dans notre pays. Justement, il a parlé même de la prédation. Le mot est plus fort. Le degré de prédation. Bon, évidemment, là, il y a les détournements des deniers publics, et puis la corruption, n'est-ce pas? Mais la corruption bloque l'administration publique, la corruption bloque le judiciaire à cause de l'impunité. La corruption bloque même des promotions. Mais bien sûr. Si bien que les gens ne savent plus travailler avec méritocratie, parce que pour eux, ils savent qu'une fois qu'on donne quelque chose, que ce soit en espèces ou en nature, on peut avoir gain de cause. Mais vous savez, c'est parfois ridicule. Je vous donne un exemple. Allez-y. L'exemple de mon père. Votre propre père. Mon père, pour aller en retraite, il a dû corrompre. C'est étonnant. Vous imaginez? Il fallait donner l'argent pour que son nom soit intégré sur la liste. Sur la liste des retraités. Il a donné une première fois. Le nom n'est pas sorti. Et il est décédé. Sans être retraité. Pourtant, il avait quand même corrompu. C'est étonnant. José Yombo Chimbang. Chimpangila, c'est mon nom. Oui. Excusez-moi. Oui, il ne faut pas le massacrer. Ne me portez pas plainte pour ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Chimpangila. Voilà. J'ai cité votre nom. Oui. Parce que la manière dont vous abordez cette matière, c'est vraiment pédagogique. Avec des illustrations jusqu'à citer votre père, d'heureuse mémoire. Alors, allons-y quand même. Dans cette compréhension des choses, est-ce qu'il
y a-t-il eu dans les passés des autorités qui ont pris un engagement pour la lutte contre la corruption? On peut dire jusqu'à aujourd'hui même. Partant par exemple de Kasavubu, est-ce qu'on peut citer sommairement, parlons de Kasavubu, est-ce qu'il a lutté contre la corruption? Bon, mais pour lutter contre la corruption, il faut que la corruption existe. Du temps de Kasavubu. Mais du temps de Kasavubu, justement, on vous dira que mais Kasavubu, quand on parle de Kasavubu, c'est un référentiel d'heureuse mémoire en matière de corruption. On vous dira que c'est l'âge d'or de la République démocratique du Congo, où les gens avaient encore un minimum d'essence patriotique. Vous voulez dire que les gens se comportaient comme des Blancs qui nous avaient colonisés? Bon, je ne dirais pas comme des Blancs, mais comme des gens normaux. Parce qu'ils avaient encore la fraîcheur de la colonie, oui, hein, de la des gens colonisation. Normaux, des gens qui avaient encore des valeurs à protéger. Des valeurs à protéger. Mais après Kasavubu... Mobutu. Oui. Il avait bien commencé, n'est-ce pas? Oui, aussi, mais... il y avait même les booms économiques. Bien sûr, Hein? bien sûr. Mais votre question, n'oubliez pas votre question. Vous me l'avez posée en disant, y a-t-il eu un engagement dans la lutte contre la corruption Ouais. au travers de l'histoire de notre pays? Mettons à l'écart l'époque du président Kasavubu, à l'époque du président Mobutu, Et maréchal. le maréchal. Je pense que c'est un régime, je dirais, qui nous a laissé en dehors. Je ne dirais pas que tout ce que le régime Mobutu a fait était mauvais, n'est-ce pas? On a vu un sens de patriotisme et d'amour de la patrie à certains moments que le maréchal a manifesté et que nous avons peiné pendant un temps pour retrouver ce genre d'engouement dans la défense de la patrie et de la souveraineté, n'est-ce pas? Mais je dois dire que si le régime Mobutu a mené une lutte contre la corruption, il n'a pas été remarquable. Il n'a pas été Je remarquable. sais, il n'a pas été remarquable. Comment ça? Je sais que le maréchal Mobutu avait pris une ordonnance loi. Vous savez, en matière, le droit ou les affaires, en général, c'est soit une matière civile et commerciale, soit une matière pénale. N'est-ce pas? Quand vous êtes en matière pénale, lorsque un jugement est rendu au premier degré, il y a des voies de recours. Quand on exerce le recours, on a une décision de second degré. En matière pénale, dès qu'il y a un pouvoir en cassation, ça suspend l'exécution. Classiquement, ce n'est pas le cas de matière civile. En matière civile, dès que vous avez un jugement de second degré, malgré le pourvoi en cassation, on exécute. Mais le maréchal avait pris une décision, une ordonnance loi à l'époque, en 1979, si je ne m'abuse, qui interdisait l'exécution des décisions au civil, en matière civile, dès qu'il y a un pourvoi en cassation. Alors, le mécanisme était lequel? Oui, allez-y. Toute décision avant d'être exécutée devait obtenir une ordonnance permettant l'exécution de la part du premier président de la Cour suprême. C'était une façon de tamiser Et de contrôler. de voir quelles sont les décisions qui peuvent être exécutées sur les citoyens zaïrois à l'époque. Conséquence, comme la plupart des décisions étaient iniques et injustes, on ne pouvait pas les appliquer. Et là, ça pose problème. Si les cours et tribunaux doivent prendre des décisions qui ne doivent pas être exécutées, ça sert à quoi, les cours et tribunaux? Donc la justice n'est pas bien rendue alors. N'est pas bien rendu. C'est en ce moment-là qu'il va refaire une ordonnance loi. Après des conséquences. Oui, après de 79 à 82, la deuxième ordonnance, un revirement législatif. Oui. Il a trouvé que on ne pouvait pas empêcher l'exécution des décisions en matière civile parce qu'il y a un Il va faire une ordonnance pour bannir la première. Ouais. Et on est retombé dans les abus.
des décisions uniques, des décisions achetées, des décisions financées. Mais je dois vous dire que je n'ai pas souvenance d'une lutte que le maréchal a engagée contre la corruption. Parlons de Mouzé, qui est venu après Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oui. Qui a même fouetté les gens pour leur tétitesse et d'autres pour la corruption. Oui. Mouzé avait donné une certaine impulsion dans la lutte contre les antivaleurs. Il avait donné une certaine impulsion. Et je dirais, en tant qu'individu. Il était le président de la République. Bien sûr, en tant qu'individu, il a agi. Parce que pour la première fois, j'ai vu un ministre aller en prison parce qu'il avait détourné de l'argent. N'est-ce pas? Sous Mouzé, ça j'ai vu. N'est-ce pas? Et Mouzé est celui qui a révoqué un grand nombre de magistrats dans l'appareil judiciaire. C'était une façon à lui d'exprimer son ras-le-bol contre la corruption. Donc, il avait cet engagement. Mais à mon humble avis, révoquer les magistrats, tous les magistrats, ce n'est pas possible. Il fallait aller cas par cas. Aller cas par cas, oui. Mais ça devrait une lutte systématisée. Vous comprenez? Une lutte systématisée. Quand vous révoquez 300 magistrats, du coup, ça pose un problème. D'abord, est-ce que vous savez que nous avons un déficit des magistrats? Nous avons un déficit des magistrats. Alors, il y a des coins, je m'excuse, il y a des coins qui n'ont pas de magistrats jusqu'à aujourd'hui. Ceci va nous conduire à parler de Joseph qui avait réhabilité plusieurs magistrats. Il a réhabilité, mais il avait aussi Joseph Kabangé. Bien sûr. Oui. Mais je vais épingler aussi quelque chose. Allez-y. La volonté de Mouzé pour mieux faire. C'est un individu, il avait ses qualités, il avait ses faiblesses. Mais la vision n'était pas méthodique. Je vous donne un exemple. Mouzé a pris 2 décrets pour protéger la BCC, la Banque centrale du Congo, et les banques commerciales. Vous savez ce que disaient ces décrets? On ne pouvait pas exécuter une décision judiciaire contre la Banque centrale. Je pense que c'est le décret 064. Ouais. On avait suspendu toute exécution des décisions judiciaires contre la Banque centrale. Et le même régime, il l'avait étendu dans son décret 065 aux banques commerciales. Donc, vous avez une décision judiciaire, vous ne pouvez pas exécuter contre une banque. En fait, en partie, ça s'est justifié. Pourquoi? Parce que les banques étaient ciblées par les cours des tribunaux. Donc, quand vous avez un procès contre la banque, il était devenu presque automatique que la banque devrait être condamnée pour qu'elle paye. Alors, je dirais que dans un élan de nervosité, il a interdit l'exécution des décisions judiciaires à l'encontre de la Banque centrale. Il avait ses défauts et ses qualités. Bien sûr. Joseph Kabila Kabangé réhabilite les magistrats. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu quand il donne même à excusez-moi de citer les noms, à Luzolo, ces grands postes-là, cette grande structure pour lutter contre la corruption? C'était aussi la volonté d'étouffer, d'éradiquer la corruption, n'est-ce pas, sous Joseph Kabila Kabangé? En apparence, oui. En apparence? En apparence, oui. Mais vous savez qu'il y a des choses que nous faisons pour la consommation extérieure, sans conviction intérieure. N'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des organisations internationales qui peuvent mettre la réputation de votre pays à mal. Et vous pouvez avoir des sérieux problèmes pour obtenir des investisseurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une agence de lutte contre la corruption. On l'a créée. Elle n'a vécu que vers la fin de sa vie. Permettez-moi. Elle n'a vécu que vers la fin de sa vie. Et lorsque le professeur Luzolo
que je salue en passant, a initié les enquêtes. Il a été bloqué au niveau du système, non? On ne peut pas dire ça comme ça. Mais oui, il a été bloqué, il n'a pas pu aboutir. Ça, nous le connaissons. Ça, nous le connaissons. Le professeur Lezola a fait un travail. Il a cité des gens. Mais est-ce que vous avez déjà entendu une seule personne de ceux qui avaient été incriminés être inquiété? C'est de la cosmétique. Parlons actuellement de Félix Tshisekedi, actuel président de notre pays. Il a aussi pris cette grande décision de faire son cheval de bataille, cette lutte contre la corruption. Et là, il a été très sérieux jusqu'à initier même la création. Bon, je ne dirais pas initier parce que peut-être il y a un expert dans l'ombre, on ne sait jamais, mais il a impulsé la création de l'agence pour la prévention et la lutte contre la corruption. Est-ce qu'en faisant ça, vous voulez dire que le président Félix a voulu, d'une manière ou d'une autre, parfaire ce que Joseph Kabila n'a pas pu faire? Attention. Allez-y. Avant que je n'aborde la question de la lutte contre la corruption exercée par le président Félix Tshisekedi, le régime de Joseph Kabila avait fait quelque chose. Laquelle? Vous savez, la création des tribunaux de commerce, le souci, c'était quoi? Le souci animé par l'autorité à l'époque de créer les tribunaux de commerce, c'était en partie pour combattre la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Le monde des affaires tient l'économie d'un pays. Donc, on ne pouvait pas laisser l'économie se faire malmener par l'appareil judiciaire. Il y a même l'intégration de la comptabilité système OADA, tout ça. Bien sûr, tout ça c'est pour aider à la transparence. Les tribunaux de commerce sont composés comment? Il y a des magistrats de carrière et des juges assesseurs. Les juges assesseurs sont des hommes d'affaires. Ils sortent des corporations. Il se dit, écoutez, on ne laisse pas les affaires économiques uniquement entre les mains des juges, des magistrats de carrière. Il faut qu'il y ait les hommes de métier. Eux au moins, ils savent la souffrance des hommes d'affaires. Et ils vont aider à redresser les affaires dans le secteur commercial. C'est le côté positif de Joseph Kabila Kabange. En fait, dans cette matière de la lutte il a contre la corruption. créé les tribunaux de commerce. Mais je ne dirais pas qu'il a combattu la corruption au sein des tribunaux de commerce. C'est une façon de combattre. Pourquoi? Il a initié une institution. Mais l'institution doit fonctionner, non? Et ça a fonctionné. Mais ça fonctionne comment? Ma connaissance, ça a fonctionné. fonctionné. Non, ça fonctionne et ça a fonctionné. Oui. Mais vous savez d'abord que les juges assesseurs ne sont pas payés. Je ne sais pas si maintenant on commence à les payer. Quand ils ont commencé, c'était un problème sérieux. Les tribunaux de commerce ont eu des problèmes de fonctionnement. Et les juges assesseurs que vous ne payez pas, vous pensez qu'ils vont rendre justice comment? D'ailleurs, pour preuve, 15 ans après la création des tribunaux de commerce, le ministre Tambwe Mwamba avait initié les états généraux. Ministre de la Justice à l'époque. Il avait initié les états généraux de la justice. Le constat est amer. La situation est gravissime. Parce que les conclusions de ces états généraux vont dans le sens de dire que la corruption a atteint un niveau très inquiétant dans les cours des tribunaux. Et les états généraux vont même loin à encourager la résolution de conflits par des modes alternatifs, c'est-à-dire
l'arbitrage. Il faut encourager l'arbitrage. Vous savez que dans l'arbitrage, les parties choisissent leur juge. C'est un peu comme pour dire, non, comme ça ne va pas du côté des juges étatiques, il faut promouvoir les juges privés qui actionnent l'arbitrage. Alors, je veux qu'on puisse finir cette étape de l'histoire de notre pays par rapport à la corruption avec Félix Tshisekedi, parce qu'il va vous poser une question de conclusion. Oui. Alors, Félix Tshisekedi, oui, comme je dis là, le président qui a propulsé cette Félix. agence pour la prévention et la lutte contre la corruption. Oui. Alors, pour vous, est-ce que ça marche? Et après, vous allez nous parler aussi du bilan de cette agence, en quelque sorte. Le président Félix a conçu et il a concrétisé une institution, c'est l'Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Ça, c'est son œuvre. N'est-ce pas? On ne peut pas en douter un seul instant de la volonté manifestée par le président Félix de lutter contre la corruption. Eh bien, l'agence fait son chemin que personne n'a pas encore découvert. Son chemin, est-ce que les choses marchent contre la corruption? Les bilans de l'agence. Mais ça, Maître Yombo, mais ça, ne soyez pas sentimentaliste, s'il vous plaît. Vous êtes avocat. Oui. Vous êtes avocat et personnellement, je vous connais depuis longtemps. Je veux savoir est-ce que les bilans, c'est positif. Mais il n'a pas encore de bilan. C'est en cours alors. Il n'a pas encore de bilan. Est-ce que l'IGF a un bilan? À mi-parcours, oui. Voilà. À mi-parcours, l'IGF a un bilan. Tout le monde peut ressentir que l'IGF pose des actes qui inquiètent et qui fait évoluer la nation. Jusqu'au niveau international, on a reconnu. Bien sûr. Donc pour l'agence, il faut attendre. Il faut attendre. Alors, je vais vous poser une question de conclusion. Oui. C'est une série d'émissions qu'on a d'une manière ou d'une autre démarré aujourd'hui. Ça va continuer. Trop de matière dans la justice et les gardes des sceaux. Mais je vais savoir une chose. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous qui êtes avocat, parlant aussi des juges, y a-t-il un système efficace, même au ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux, pour lutter contre la corruption? En d'autres termes, quels seraient les remèdes? José Yombo Chipangila, si je prononce bien les noms. Oui, les remèdes. Il faut travailler l'homme congolais. L'homme congolais? Oui. C'est question d'homme. Mais c'est quoi? C'est une question d'homme. C'est une question de valeur. Moi, j'ai réfléchi, comme tant d'autres parmi nous, sur le phénomène de la corruption. Au sein de l'administration publique, comme au sein de l'appareil judiciaire. Vous avez mené des études. Hein? Vous savez les difficultés qu'éprouve même l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Vous savez la difficulté vient d'où? Vous pouvez nous dire? La corruption, c'est parmi les infractions où et l'auteur et la victime font un pacte. Ils sont d'accord. Si aujourd'hui je vous consentement, on peut dire ça. Oui, c'est-à-dire que nous nous entendons pour commettre une infraction. Donc, nous prenons des précautions pour qu'on ne nous découvre pas. C'est un peu comme, passez-moi le terme, l'adultère. C'est une difficulté énorme qu'il ne faut pas négliger. Mais ce n'est pas une difficulté insurmontable. Je vous donne un exemple. Allez-y. J'ai pensé à la création de l'Observatoire pour la sanction. Oui, Observatoire pour la sanction. Oui. Et sanctionner quoi? La corruption, c'est ça? Non. Justement. Je fais une démarche inverse. Laquelle?
Au lieu de sanctionner le coupable, on sanctionne le chef qui n'a pas sanctionné. Vous comprenez? Le chef qui a fait une sorte de négligence. Oui. Regarde, je vous décris. La corruption, c'est un pacte. Évidemment, le chef et ses subalternes sont à la recherche du lucre. N'est-ce pas? Oui. Le chef cherche, le subalterne cherche. Il s'établit une relation horizontale et parfois même plutôt verticale et parfois horizontale. Donc tout le monde est là-dedans. Il y a un pacte. Mais la corruption a des œuvres. Je peux vous donner un exemple. Allez-y. La lenteur administrative. Nous en parlons comme un fait bénin. On doit vous rendre un jugement dans les 8 jours. Vous faites 3 mois, il n'y a pas de jugement. On attend que vous puissiez motiver. Il faut passer. N'est-ce pas? Maintenant, l'observatoire fait quoi? L'observatoire va voir le chef de juridiction qui n'a pas sanctionné. Et le sanctionne lui. On laisse ceux qui ont commis la faute. On sanctionne le chef. Donc on frappe fort. On frappe le chef. Même si le chef s'est entendu avec ses subalternes, ils se sont entendus. Mais il arrivera un moment, du fait de l'existence de l'observatoire pour la sanction, il arrivera un moment où le chef doit rompre le pacte. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, nous avons fait ça, mais comme l'observatoire arrive, je risque, moi, de perdre mon poste. Il va sanctionner. Avec l'observatoire de la sanction, on peut redynamiser les appareils disciplinaires. Parce que c'est le plus grand problème. Dans les états généraux organisés par le ministre Ntambo Mamba, dans les états généraux de la justice, on a épinglé le fait que dans l'appareil judiciaire, les organes disciplinaires sont morts. Ils n'agissent pas. En tout cas, José Yomboti Pangila, avocat de son État, très intéressant de vous avoir dans cette grande matière, la corruption. Et la chute, c'est comme une série de films. Excusez-moi, ce n'est pas Jack Bauer, par exemple, ou 24 heures chrono. Mais la manière dont on a chuté, ça montre que nous allons relancer à partir de l'Observatoire pour l'Ascension cette réflexion-là. Peut-être à partir de là, on va s'ouvrir à d'autres matières. C'est la conclusion que nous avons retenue pour aujourd'hui. Et madame, messieurs, comme je le disais, nous avons parlé d'une matière aussi sensible, la corruption. Ce n'est pas tout le monde qui l'aborde. Beaucoup ont peur parce qu'ils sont mouillés. Mais là, nous voyons un patriote. Il est là, il combat à sa manière les antivaleurs. Et dans son asbel, dont le nom de Salomon, justice et promotion, qui va d'une manière ou d'une autre aider la population, qui aide déjà et qui va continuer à aider. Tout ça, nous allons vous éclairer dans la suite des temps. Voilà, ça n'est fini pour ce soir. À la prochaine opportunité. Bonsoir.